Bonjour, petit avertissement, vous êtes sur la deuxième partie de ce débat. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite bien évidemment à cliquer sur la première partie. Sinon, je vous souhaite une bonne écoute. Attention, derrière vous, un générique. Là, j'aimerais bien aller un peu plus loin et que tu nous dises, même si t'as dit que t'aimais bien, que t'appréciais avoir peur ou pleurer devant un film, mais qu'est-ce que c'est justement comme émotion qui te saisit? Qu'est-ce qui va te tenir en haleine devant un film et te faire en sorte que tu vas apprécier ce moment-là? Et qu'est-ce que du coup tu recherches quand tu vas voir un film? Qu'est-ce que tu attends d'un film? C'est un film sur les acteurs. Évidemment que je pense à toi. Tous les jours, je pense à toi. Je vais même te dire un truc. Plus les jours passent et plus tu me manques. Alors, de manière générale, ce que je vais attendre, c'est vraiment de l'émotion avec un grand E, quelle qu'elle soit, comme je le disais. Mais j'aimerais citer juste mon père en exemple, à qui j'ai posé la question la semaine dernière en réfléchissant au film que j'aimais. Je lui ai dit, et toi, papa, quel film tu mettrais en premier? Donc effectivement, il m'a dit, c'est très délicat, je sais pas, il y en a beaucoup. Et il m'a parlé de Star Wars. Et je lui ai demandé, mais pourquoi Star Wars? Et après quelques minutes de discussion, il m'a dit, finalement, c'est un rapport avec mon père que je n'ai pas forcément eu. Et du coup, je retrouve une émotion à travers avec Dark Vador et l'histoire qu'on connaît de Star Wars. Et j'ai trouvé ça assez saisissant. Et je me suis rendu compte que forcément, les films qu'on aime sont liés à nos histoires, chacun. Et qu'en fait, finalement, parler des films qu'on aime, c'est tout simplement parler de nous. Parce que les histoires nous appartiennent, on s'approprie les histoires, mais c'est aussi le reflet de ce qu'on a vécu par le passé, c'est souvent lié. Bien, on a bien vu ton point de vue sur le côté. Donc là c'est un exemple qui est donc personnel, familial, qui fait que on va peut-être rechercher dans une œuvre. Et toi, peut-être toi, à titre personnel, quand tu veux regarder un film dans ta collection, dans ta DVD tech peut-être personnelle, en fait, qu'est-ce qui y figure? C'est-à-dire que finalement, pourquoi tu vas choisir à un moment donné je sais pas, d'avoir un film, de l'acheter ou de le regarder sur Netflix? Pourquoi celui-ci en particulièrement et pourquoi tu vas être tenté de le revoir même? Alors, tenter de le revoir, c'est l'idée des réminiscences pure et dure parce que je vais voyager à nouveau vers une période où je ressens à nouveau ce que je ressentais au moment où je l'ai vu. Et ça, c'est vraiment ce que je vais rechercher quand je vais revoir des films. Euh, Après, je peux pas dire que j'ai des critères spécifiques quand je regarde un film en me disant j'attends ça de tel film ou tel film. Non, ça me tombe dessus comme quelque chose auquel je m'y attends pas et finalement c'est les films qui me plaisent le plus. Bon, après du coup ça me laisse penser quand je regarde les films que j'aime finalement quand je les compare aux 100 plus grands films qu'on peut trouver sur internet et bien je me rends compte qu'ils y figurent. Donc est-ce que finalement la vie collective de tout le monde c'est pas une kyrielle d'avis subjectifs de chacun, probablement. Ouais. Les... Alors je sais pas si j'ai peut-être répondu à côté, c'est très possible, comme j'ai coutume de le faire, Non, 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 non. mais je pense que tu as cerné mon idée. Tout à fait. Les autres, peut-être à ce sujet, je sais pas si quelqu'un veut intervenir sur la façon dont vous recevez vraiment à titre intime et personnel une œuvre. Est-ce que vous attendez de quelque chose que vous regardez? Moi, ce qui me touche dans une œuvre, vous le savez, je suis un grand sentimental et je pense que j'ai versé un certain nombre de fois ma petite larme au cinéma. Moi, ce que j'attends d'un film, de manière générale, euh, au-delà du divertissement, parce qu'il faut pas se le cacher, t'en as parlé au tout début, Corentin, parce que c'était un terme qu'on n'avait pas abordé. Il y a cette question-là du divertissement quand même qui se pose au cinéma. Mais en termes d'émotion, ce qui me touche, moi, c'est ce que j'attends d'un film, c'est qu'il me bouscule. Et moi, ce que j'adore, c'est littéralement, enfin, cette expression qu'on utilise très souvent, enfin très souvent non, peu souvent parce que quand même il y a peu de films qui nous font cet effet-là, c'est quand je dis ce film il m'a mis une claque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce film, il m'a bousculé, il m'a poussé dans mes retranchements. Donc que ce soit sur l'émotion de la joie, de la tristesse, de la peur, de la colère. Mais un film qui me bouscule et quand je sors du film et que soit je suis au cinéma, je reste avachi sur mon siège et je me dis putain j'ai pris un aller-retour dans ma gueule, je vais avoir du mal à m'en remettre, ou alors je suis chez moi et du coup je remine très 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 longtemps à ce que je viens de voir,
comment comment je l'intériorise, qu'est-ce que j'en tire. Ça, c'est le genre de film qui me... Il y en a peu, mais quand ça arrive, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. C'est ce genre de film, mais presque qui joue au-delà de ton aspect divertissement, au-delà de ton aspect, bah voilà, j'ai passé un bon moment devant un film. C'est un film qui va aussi jouer sur ta vie à toi, euh, qui va te faire repenser les rapports sociaux, qui va te faire repenser comment fonctionne le monde. Et ça, vraiment, je trouve que c'est ça la magie du cinéma. Oui, alors il y a un peu de tout, il y a un peu de tout ça et je n'irai pas du tout en porte-à-faux avec ce qui a été dit. Je rajouterai peut-être juste un, un quelque chose, mais même pas. Je rajouterais peut-être juste une chose, c'est de manière, je vais peut-être le dire de manière un peu provocante, mais je cherche aussi des bonnes œuvres de propagande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut être en désaccord fondamental avec le message d'un film, message qu'il peut faire passer à la fois par son scénario, mais aussi par sa mise en scène. Et d'ailleurs, toute l'idée du cinéma, c'est aussi de faire passer le message par la mise en scène, bien évidemment. Mais moi, ce que je cherche aussi, c'est des films qui vont arriver à expliciter et à provoquer de l'émotion en ayant aussi une vision du monde que je partage. C'est-à-dire que vous avez des films qui vont, par leur message, qui est transmis, on l'a dit, par la mise en scène, par le scénario, tout ça, et ben qui vont vous provoquer ce sentiment, cette idée dans votre tête qui est, voilà, c'est ça. En 2 heures, finalement, le film a résumé euh, toute une série d'idées que vous pouviez avoir sur le monde et toute une série de positionnements politiques que vous pouviez avoir et qui finalement, bon, alors ça vous conforte aussi dans vos idées, mais moi ça me sert parce que ça me sert aussi, par exemple, quand j'ai besoin d'expliquer à quelqu'un ce que je pense et tout ça, ben c'est toujours bien d'avoir dans sa besace, entre guillemets, des œuvres d'art comme ça qui vont permettre de synthétiser et de résumer votre pensée politique, votre façon de voir le monde. Tout à fait. Et moi, alors c'est marrant parce que je te rejoins complètement. Et en plus, j'aime bien aussi, mais tu l'as un peu dit, j'aime bien même me confronter à quelque chose avec laquelle je suis pas d'accord, Oui, bien sûr, mais qui va m'être bien dit. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Et moi, souvent, l'exemple que j'aime citer, c'est celui de Conan le Barbare de John Milius. Parce que j'adore ce film, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans que j'aime bien, notamment la sueur sur les pecs de Schwarzenegger que j'ai envie de lécher. Non, excusez-moi, non, là je parle. J'ai bu mon deuxième pastis, donc je retirerai ça au montage. No. Mais non, mais toujours est-il que, au-delà justement de cette image de bourrin et de film écervelé qu'il n'est absolument pas, le film de John Milius, Conan le Barbare, il transmet une vision du monde qui est alors très individualiste, très masculiniste, qui est à la limite, enfin, de toute façon lui-même se décrit comme une espèce de facho, hein, il le dit, hein, John Milius il dit je suis un nazi zen. Donc voilà, on est clairement sur des visions du monde qui sont complètement opposées aux miennes, mais qui sont tellement bien dites que finalement je ne peux qu'approuver, non pas le message, mais le vecteur du message. Totalement, oui. C'est vrai qu'il faut pas non plus tomber dans l'écueil de rester dans sa bulle et de ne voir des œuvres qui vont ne faire que conforter finalement ce qu'on pense. C'est bien aussi, et c'est toute la magie de la chose, de se confronter à des œuvres qui vont chambouler un peu, qui vont tester nos convictions, qui vont essayer qui vont les chambouler pour évoluer aussi personnellement. Et toute la magie de ces œuvres, c'est justement d'arriver à provoquer des réflexions chez nous. Oui, non, je suis d'accord avec quasiment tous les propos. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Paul. Je suis entièrement d'accord avec lui quand il dit que parler des films qu'on aime, c'est aussi parler de nous. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que j'ai un rapport très, très, très intime au film. Et on en parlera après, dans la dernière partie, des films nos films préférés, et les films. Oui, on parle pas de films porno, Joris. On ne parle pas de porno dans cette émission, ça te dérange pas, si ça va pour toi. On abordera ça plus tard. Non, mais du coup, juste pour dire que 95% des films que j'ai aimés, si je donne mon top 10 ou mon top 5,
à travers ces films-là, on peut retrouver quasiment tous les traits de ma personnalité. C'est-à-dire que si on analyse un peu en fonction du propos du film, des musiques, du tempo, on va retrouver tout ce qui compose ma personnalité en fait. Et je trouve que en me demandant mes films préférés, par exemple personnellement, on peut me cerner très vite. C'est-à-dire que je suis trahi, par exemple, je suis trahi par les films que j'aime. Ça me représente vraiment, quoi. Donc je trouve ça très très juste de dire que parler de films qu'on aime, c'est parler de soi aussi. Enfin, pour moi, c'est vraiment le cas, quoi. Et je trouve que pour le coup, je trouve que c'est une belle phrase, effectivement, de dire qu'on est trahi par les films qu'on aime. Et de façon générale, on est trahi par ceux qu'on aime, mais pas avec CEX, ceux, CE. Voilà, effectivement, ça dit beaucoup de choses sur nous. Ça, c'est une certitude. Ça dit, ce qu'on aime dit des choses sur nous, et en même temps, c'est aussi parce que on est d'une telle manière qu'on va trouver dans le film ce qui nous parle. Ça veut pas forcément dire que le film voulait nous dire ça, mais c'est aussi ce qu'on y trouve. Enfin, il y a vraiment, je trouve, un jeu dans les deux sens. C'est comme ça qu'on s'approprie, à mon sens, une œuvre. Ça va me permettre de passer à d'autres questions que je voulais aborder, notamment. Tu parlais donc des films préférés, on abordera ça à la fin pour garder un peu le côté build-up de ce débat. Mais avant, justement, avant d'aborder ce qui nous plaît et de justifier pourquoi ça nous plaît, il y a quelque chose qui m'intéresse à la lumière de ce débat, c'est de voir si vous avez, vous, et on va se donner la parole les uns les autres, des plaisirs coupables. C'est-à-dire des films qu'on dit généralement, ceux que tout le monde déteste mais que vous adorez. Et j'aimerais bien savoir, 1, pourquoi vous estimez que c'est un plaisir coupable, 2, pourquoi vous l'aimez, même en sachant que y a manifestement une espèce d'avis général pour dire que globalement vous avez des goûts de chiottes. Voilà. Alors visiblement Blade Runner du coup. Non, personne ne pense ça. Calme-toi, tout va bien, tout va bien. Non, mais si tu veux commencer, si t'as une idée déjà, ou alors on peut passer à quelqu'un d'autre qui a peut-être sa réponse déjà toute faite. Mais si t'as une idée de plaisir coupable, je t'en prie. Peut-être, par exemple, il y en a un qui me vient tout de suite en tête, c'est Equilibrium. Ah. Parce que c'est un film qui a des gros problèmes, on va pas se mentir. Et puis j'aime pas le réal non plus en fait. Mais le film, c'est peut-être parce que je l'ai vu jeune, mais il me fait quelque chose. Il y a quelque chose dans l'esthétique, dans certaines scènes qui me touchent. Et c'est un film que même je sais qu'il est mauvais, qu'il est cassé, que le réalisateur c'est un gros con fini, mais je peux pas m'empêcher de le regarder de temps en temps, quoi. Paul, est-ce que tu as un film comme ça dont tu sais finalement, tu as le sentiment que peut-être la chose n'est pas très bonne ou qu'elle n'est pas appréciée de beaucoup de monde, mais que toi ça te plaît et tu aimes le revoir? Bah, je crois pas que ce soit un plaisir coupable à proprement parler, mais Les Trois Frères avec les Inconnus est un film que je pourrais voir et revoir et encore revoir, dont je me lasse pas, je ris toujours autant. C'est lié aussi Oui, mais avec. Les Trois Frères, je te rappelle qu'il a eu le César du meilleur premier film, donc je pense que Ouais, mais c'est pour tu n'es ça. pas le seul à aimer ce film. Voilà, c'est pour ça qu'en réalité, je peux pas appeler ça un plaisir coupable. Mais quand je vois que dans ma liste, je le mets quatrième à côté des grandes réalisations américaines, par exemple. Voilà. Mais sinon, non. Après réflexion, j'ai pas de comme Equilibrium non. Si je peux me permettre de répondre sur ce terrain-là, je t'aurais dit peut-être que le pari, pour le coup des mêmes réalisateurs, rentre plus dans cette catégorie, parce que Le Pari, à mon sens, c'est un film qui se perd beaucoup plus en subtilité et qui est beaucoup moins bien mené que Les Trois Frères, et pourtant moi j'aime beaucoup le regarder, Le Pari. Pourtant le film il a pas de structure, je trouve qu'il est mal structuré, t'as l'impression qu'il y a vraiment des scènes qui durent très longtemps, tu sais, ils sont bloqués des fois à des endroits, il y a des moments où ça n'avance pas, il y a même des moments où je le trouve assez malaisant, même si c'était un peu le but, mais je le trouve assez malaisant, même si ce mot n'existe pas, mais voilà. Mais si tu vois là, Le Pari, clairement... Pardon, vas-y. Non, c'est marrant que tu prennes cet exemple parce qu'effectivement, Le Pari, je dirais pas que j'aime autant que Les Trois Frères, mais c'est un film que je peux voir et revoir et rigoler toujours autant. Et effectivement, il n'a pas la critique qu'a Les Trois Frères. Donc peut-être que tu l'as trouvé pour moi, mais c'est très juste. Le Pari serait mon petit plaisir coupable dont je me lasserai pas. D'accord. Joris? Alors moi, mon plaisir coupable... Je vais parler d'un film précisément, mais ça serait plus généralement, on peut même résumer ça un réalisateur dans sa globalité. Ah, je sais de qui tu vas parler. Alors, je vais prendre la défense tout de suite de notre cher Michael Bay.
parce que il a une réputation qui lui colle à la peau depuis ses débuts, que c'est un cinéma de bof, un cinéma qui prône voilà, la grande puissance des États-Unis, très patriote. Donc je sais ce qu'on peut dire sur lui. Donc je vais prendre un film en particulier, je vais prendre Armageddon, qui est de 97 ou 98 il me semble. Et c'est un film que j'ai vu quand j'étais plus jeune. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que il a un raccord avec une certaine période de ma vie, voilà, où je découvrais l'espace. J'ai découvert d'ailleurs ma passion pour l'astronomie à travers des films. C'est comme ça que j'ai découvert l'astronomie, à travers plusieurs films, dont Armageddon, qui m'a fait découvrir voilà, l'espace, les stéroïdes, la Lune, les astres, tout ce qui compose l'univers. Et ça a été mon point d'entrée dans ce domaine-là. Et Armageddon, c'est un film qui a énormément de défauts, qui est considéré comme certains comme un nanar, comme du grand Michael Bay, comme on dit, ça explose de partout. Bruce Willis qui sauve la planète entière à lui tout seul en appuyant sur un bouton, en faisant exploser un astéroïde. Bon, voilà, il y a tous les ingrédients du nanar. Mais moi, c'est un film que j'apprécie énormément, malgré tous ses défauts, puisque il y a à l'intérieur beaucoup de choses que j'aime. Il y a, oui, voilà, le côté astronomie, mais il y a la bande son qui est très très bonne, je trouve. Qui a un bon jeu d'acteur, surtout Bruce Willis, je trouve qu'il est assez juste dans ce film-là. Et ce film, voilà, comme j'ai dit, est bourré de défauts, et surtout des défauts qui maintenant me font sourire, puisque j'y reviendrai après pour un film que j'aime comme Interstellar, qui est justement très précis sur beaucoup de domaines. Là, c'est complètement l'inverse. Dans ce film, il y a des centaines, je crois qu'ils ont été listés. Il y a plus d'une centaine de défauts, de trucs impossibles dans l'espace, comme des explosions dans l'espace qui est impossible parce qu'il y a pas d'oxygène. Je pourrais en citer des centaines comme ça, mais c'est mon plaisir coupable parce que j'adore ce film, je le défendrai toujours, et même si ce petit côté bof qui lui colle à la peau, mais qu'on peut généraliser sur tous les films de Michael Bay. Même maintenant, ces derniers films, on retrouve tous les côtés qui étaient décriés à l'époque, il les réutilise encore, mais voilà, je défendrai toujours Armageddon et Michael Bay pour ces raisons-là, quoi. Ok. Et du coup, Quentin, je t'en prie. Après, plaisir coupable, c'est au sens où il y a la plupart des gens ne l'aiment pas. Alors je sais pas si la plupart des gens n'aiment pas les films dont je vais parler, mais c'est vrai que c'est pas des films qui sont réputés pour être avec des grosses guillemets des bons films. Mais voilà, moi c'est des films où je m'identifie et qui ont une valeur assez sentimentale. Alors il y a notamment, alors je pense que ça va parler à personne, mais une saga de films que j'ai vu mais un nombre incalculable de fois avec mon frère quand j'étais petit, mais on adorait ça. Ça s'appelait Les Trois Ninjas. Et je crois que ça a très 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 mal vieilli parce que je les ai pas tous revus parce qu'il y en a 3 ou 4 films différents. Mais il y en avait un qu'on regardait en boucle et celui-là je l'ai pas revu, donc peut-être qu'il a moins mal vieilli que les autres. Mais c'est en gros c'est 3 gamins qui apprennent les arts martiaux avec leur grand-père, et c'est vrai que ça fait un peu mal aujourd'hui de le voir, mais ça a une grosse valeur sentimentale dans la mesure où, enfin, avec mon frère, on s'est régalé à les regarder en boucle et à tenter de faire ce qui se passait dans ces films parce qu'on adorait les arts martiaux petits. Mais bon, je reconnais, parce que j'en ai vu certains assez récemment, que c'est pas du grand cinéma. Encore une fois, avec plein de guillemets, vu tout ce qu'on vient de dire. Et puis peut-être un autre film, et Corentin, ça va te faire très rire, mais encore une fois, celui-là aussi, je sais pas s'il est vraiment détesté par beaucoup de gens, c'est Mon beau-père et moi, avec Ben Stiller et De Niro. Et celui-là aussi, pareil, c'est un film où je me marre énormément.
et où je m'identifie aussi un petit peu au personnage qui fait plein de conneries et qui débarque dans sa belle famille et voilà, moi ça me parle. D'accord, mais c'est marrant parce que tu vois, tu parlais enfin quand tu dis mon beau-père et moi, justement moi aussi j'aime bien cette saga de 3 films quand même, hein. Il y a 3 films sur ce sujet-là, et en fait j'ai essayé de voir un autre film qui était dans cette veine-là. Moi j'aime beaucoup les films de mafia, et je me suis intéressé à un film où De Niro justement se moque un peu de lui-même et de sa carrière, dans 2 films qui s'appellent Mafia Blues. Ils s'appellent pas comme ça en anglais, mais c'est le titre français, Mafia Blues 1 et 2. Et c'est clairement la même ambiance, tu vois, et j'ai voulu, avec notamment le rôle d'un psy qui est joué par Billy Crystal, qui est un humoriste aux États-Unis, je sais pas s'il officie encore. Et en gros, le concept, c'est un mafieux qui d'un coup est pris de dépression et n'arrive plus à tuer, n'arrive plus à agir comme ça, et qui essaie de se guérir, voilà, parce qu'il a des affaires à gérer, quoi. Et donc il y a plein de quiproquos, plein d'histoires, c'est vraiment, tu sais, des films à concept, voilà, des high concept movies. Voilà, qu'est-ce qui se passerait si un mafieux faisait une dépression et allait chez un psychologue pour se soigner? Et bien évidemment, t'as le mafieux qui débarque à 4h du matin avec des armes chez le psy, etc. pour parler de sa session aujourd'hui. Enfin, bon, plein de choses. Et si tu veux, j'ai été vachement déçu parce que j'étais prêt psychologiquement, je m'attendais à avoir un film pas très très bon, mais je m'étais dit, mais j'ai envie de voir ça, j'ai envie d'avoir cette ambiance un peu juste, on s'en fout, on est là pour rigoler ensemble. Mais j'ai pas retrouvé ce qu'il y avait quand même dans mon beau-père et moi, parce que je pense qu'il n'y a pas cette personnalité. Billy Crystal n'est pas Ben Stiller. Et Ben Stiller est quelqu'un d'extrêmement sous-estimé pour le coup, qui est un bon acteur et un bon réalisateur. Quand il a réalisé Tonnerre sous les tropiques, et je sais qu'Antonin opine du chef. C'est ce que j'allais dire, oui. Voilà, qui est génial. Voilà, qui est quand même un très bon film, Tonnerre sous les tropiques. Donc voilà, je pense que c'est ça qui fonctionne encore mieux dans Tropic Thunder. Oui, vas-y. J'ai envie de dire, Ben Stiller est un peu un Chabat à l'américaine, mais un Chabat qui s'est un peu raté quelque part, tu vois. En plus vulgaire, mais oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'il s'est raté. C'est pas faux. Mais ouais. Après, bon, bien sûr qu'il a eu ses succès. Il y a des personnages qui ont marché, hein, du style. D'ailleurs, parmi les films que j'ai jamais vus avec Ben Stiller, il y a les films où il joue une star là. Ah mince, il y a eu 2 films au moins, et apparemment c'est Zoolander. Comment t'appelles ça? C'est pas Zoolander. Je les ai jamais vus, mais c'est Zoolander, non, un truc comme ça. Avec son pote Owen Wilson aussi. Oui, c'est ça, bien ça, c'est Zoolander. Et voilà, bon, je sais que ces films-là ont beaucoup marché, moi je les ai jamais vus. Enfin, voilà, donc je sais que Ben Stiller effectivement a du talent. Et du coup, tu nous as pas dit tes plaisirs coupables. Mais justement, j'allais y venir. Alors, je ne savais pas, je suis un peu comme toi, Quentin, c'est-à-dire que tu parlais des films des 3 ninjas, tu ne savais pas si ces films étaient vus, donc je savais pas comment trop te positionner par rapport à ça. D'ailleurs, anecdote à la con, mais j'ai voulu plusieurs fois t'offrir ces films pour ton anniversaire ou autre occasion, c'est introuvable cette merde. Voilà, donc je sais pas ce que tu regardes, mais c'est introuvable, c'est vraiment introuvable. Je vois très bien ce que c'est. Ça n'existe qu'en VHS. Je vois très bien ce que c'est, parce que c'est avec les 3 ninjas, c'est avec le grand-père qui est dans Prince des Ténèbres ou dans Big Trouble in Little China. Donc je vois très bien, mais ok. Et moi aussi, j'ai un film alors je suis quasiment sûr que personne l'a vu, peut-être que je me trompe, mais je sais que c'est un film, ça fait longtemps que je sais qu'il est mauvais, depuis que je l'ai vu en fait, je sais qu'il est pas bon. Je sais que les critiques, je suis allé vérifier, ne sont pas bonnes, les acteurs sont vraiment, il y a notamment un qui est assez mauvais, mais c'est un film qui s'appelle Mr. Brooks, et c'est un film avec Kevin Costner. Et je voue en fait, non pas un culte, mais j'ai vraiment une grande admiration pour Kevin Costner. Alors, moins pour sa carrière musicale que je connais pas trop, j'avoue, parce que c'est plutôt ça qu'il faut aujourd'hui. Mais à chaque fois qu'il apparaît dans un film, il y a un côté, j'ai l'impression de voir un oncle avec qui j'ai toujours vécu, qui est rassurant, et parce que j'ai grandi avec le film Robin des Bois, Prince des voleurs, mais vraiment grandi, le genre de film que tu passes en boucle et que tes parents n'en peuvent plus, sont obligés de cacher la cassette en te faisant croire qu'elle a disparu parce qu'ils n'en peuvent plus de l'entendre. Et du coup, Kevin Costner pour moi était un visage que j'ai toujours vu dans mon enfance, toujours. Ça et Jim Carrey, je pense, c'est les 2 têtes que j'ai vues le plus dans mon enfance peut-être. Et du coup, quand je suis tombé sur Mr. Brooks assez récemment, je dirais peut-être genre en 2014, quelque chose comme ça. Je vois Kevin Costner, ce visage qui a toujours été rassurant, toujours bienveillant, toujours héroïque, etc. On peut le voir aussi dans ce film Danse avec les loups, qui est un film exceptionnel qu'il a réalisé, qui a gagné des Oscars. Il montre en plus qu'il est bon acteur et bon réalisateur, mais il a toujours eu ce rôle de personne assez positive et assez héroïque. Et dans Mr. Brooks, il joue le rôle d'un tueur en série en fait. D'un psychopathe qui peut pas s'empêcher de tuer, mais qui a une vie totalement rangée à côté, qui se rend compte de sa déviance
et qui essaie d'orchestrer ces meurtres, en fait voilà, de les faire de la façon la plus entre guillemets sec possible. Il a besoin de tuer, mais donc il organise ça, il se met une blouse, il cherche les gens à l'avance, etc. Il les tue rapidement, il les torture pas, etc. Il essaie d'assouvir un peu son désir, et après il passe à autre chose. Et il se rend compte qu'il a un problème, il le sait, mais il essaie de résoudre la question parce qu'il y a des moments où il peut plus tenir. Quand il essaie de s'en empêcher trop longtemps, à un moment donné, il a besoin de tuer. Et donc, voir cette personne si rassurante et si positive, que j'ai toujours assimilé comme ça dans ma vie, le voir dans un rôle de psychopathe, mais en même temps, il y a un côté positif, c'est-à-dire il a conscience de sa déviance, ça a créé une espèce de bug chez moi qui a fait que j'ai adoré ce film-là, alors qu'au moment où je le regardais, je me rendais compte à quel point c'était mal branlé, à quel point tu voyais venir tous les retournements de situation, à quel point, du point de vue de la technique, c'est Osef, c'est oubliable. Et mention spéciale à ce putain d'acteur, j'ai complètement oublié le nom, qui en fait joue... Il y a un type qui en fait comprend ce que fait Kevin Costner et qui décide de le suivre de façon un peu... je sais pas, étrange. Oui, ce mec est un peu taré aussi. Mais alors lui, j'ai jamais vu... Qu'est-ce qu'il joue mal? Mon Dieu, qu'il joue mal. Et voilà, ce film n'est pas très intéressant, va pas vous surprendre, etc. Mais alors Kevin Costner... Mais ce film, vous pouvez le voir pour lui. Franchement, c'est quelque chose qui est assez, pour moi, assez exceptionnel, alors que je sais que ce film n'est pas bon. Donc voilà, il y a Mr. Brooks d'un côté, et je pense que je vais en citer 3 en tout. Il y a un deuxième film, où j'ai appris en fait assez récemment que ce film était considéré par beaucoup comme une grosse merde. La preuve que c'est ça un vrai plaisir entre guillemets coupable, c'est que pour moi c'était un très bon film. Et j'avais besoin de parler d'un film français, c'est Wasabi avec Jean Reno. Mais il est génial ce film. Et j'adore Wasabi avec Jean Reno. Je trouve que voir Jean Reno distribuer des bourre-pif à longueur de film, mais de façon complètement, enfin un bourre-pif et l'effet d'un Magnum 357 quoi. C'est vraiment les mecs reculent à l'autre bout de la boîte, etc. C'est fucked up au possible. Ah oui, non, mais ces bourre-pif, ils sont jouissifs. Voilà, tu vois, comme quoi on est bien accordé. Donc voilà, et je me suis rendu compte il y a quelques temps que finalement ce film n'était pas considéré comme un chef-d'œuvre. Je l'ai jamais considéré comme tel non plus, mais c'est vrai qu'en le revoyant, je l'ai en DVD, donc je le revois assez régulièrement. Et en le revoyant, j'étais ouais, c'est vrai quand même qu'il y a vraiment des moments assez Banco. Antonin, Monsieur Capello, vous êtes là? Je dirais Banco. Allez, Banco alors. Et voilà, ça c'est de l'humour comme on aime, qui est travaillé. On a répété ce sketch pendant des heures avant l'émission, c'est impeccable. Mais voilà, c'est un des films que j'aime bien, que j'ai beaucoup regardé, et alors même que j'ai conscience qu'il n'est pas forcément très ni bien fait, ni très intelligent, encore que l'intelligence, bon, c'est subjectif bien sûr. Et peut-être le dernier film que je voulais aborder dans cette section un peu plaisir coupable. Alors j'ai un doute, je suis pas sûr parce que j'en ai pensé à plusieurs en fait pendant que vous parliez. Et c'est pas là que tu voulais parler de tous les John Carpenter? Si, mais merci, je te remercie Antonin en plus. Mais, tu vois, grâce à un troll, non mais comme quoi des fois un petit troll ça vous sert de petite marche supplémentaire pour vous accéder au savoir. En fait, je voulais justement parler d'un des films de John Carpenter, mais merci Antonin. Je voulais parler justement de Ghost of Mars, qui est clairement peut-être le plus gros ratage de Carpenter. Il y a The Ward aussi dont je pourrais parler un jour, mais qui lui n'est pas tant un ratage technique, le fait qu'on sache pas que ce soit un film de lui, donc ça c'est encore autre chose. Mais Ghost of Mars est clairement un film, vous le voyez, vous êtes là, oula, déjà il y a Ice Cube dans le film. Donc déjà, c'est une marque nadardesque assez grande. Et Ghost of Mars, c'est la fois où Carpenter se dit, je vais essayer de faire un montage alterné. C'est-à-dire, je vais pas faire un film linéaire, c'est la première et dernière fois de sa carrière qu'il fera ça. Donc il essaie de faire des flashbacks et tout, ça rend le tout, mais incompréhensible. C'est-à-dire que vraiment, vous regardez ce film-là, il y a des flashbacks, vous ne comprenez pas la justification. Il y a une fracture numérique, j'ai envie de dire, pour utiliser un terme à la mode, en termes d'effets spéciaux, parce que vous voyez ça, vous vous dites c'est pas possible, ça a été fait sur Paint. Je ne vois pas comment expliquer, et ils en sont fiers, hein, dans les commentaires, dans les commentaires audio, dans le making of, ouais, on a fait des effets spéciaux, c'est trop bien. On avait Windows le premier qui est sorti, quand même 98 était sorti depuis 2 ans. Voilà, non mais je comprends pas comment ces trucs-là ont été faits, mais c'est assez dégueulasse. Et il y a vraiment toute une atmosphère qui est assez étrange, etc. Mais
c'est un film qui se passe sur Mars. C'est un film où Carpenter a pris le temps d'aller tourner en fait jour et nuit dans un désert de sable rouge, et ils ont après travaillé la palette à la colorimétrie pour rendre tout ça très rougeoyant, mais vous pouvez toucher l'univers, vous voyez qu'il a vraiment fait un effort dans les décors pour le coup, et ça c'est complètement saluable, et il y a vraiment eu un effort qui a été mis, je pense, sur l'action et sur la bande sonore, certes très métalleuse, qu'on peut ne pas aimer, mais voilà, c'est un film qui est profondément rock et métal, et avec des squelettes, avec des trucs bourrins, avec de l'action, et avec Ice Cube qui fronce les sourcils, et rien que ça, c'est hilarant. Et voilà, ça fait que ce film-là, j'arrête pas de dire que c'est un des plus mauvais de Carpenter, et dès que je l'ai vu, j'ai trouvé ça très mauvais, mais à chaque fois, je me rends compte que je le regarde, j'ai déjà regardé 4 ou 5 fois depuis que je le connais, et je me rends bien compte que ça prouve bien que pour moi, il y a quelque chose d'autre derrière ce film. Voilà, je suis désolé d'avoir monopolisé un peu la parole sur mes plaisirs coupables. Si quelqu'un d'autre peut-être veut réintervenir, s'il s'est rappelé de quelque chose, n'hésitez pas, vous manifestez. Je sais pas, Paul peut-être. Est-ce qu'on peut considérer les réalisations de Katsumi comme des plaisirs coupables? Je sais pas, je pose la question juste. Les réalisations de qui? De Katsumi? Non, enfin, je sais pas. Bon. Katsumi, tu as dit? C'est bien ça qu'on a entendu. Exactement, oui, tout à fait, oui. Donc, j'allais dire ok boomer, parce qu'en vrai Katsumi elle est quoi? Elle est sortie du métier il y a 5 ans, 6 ans peut-être. Voilà, c'est-à-dire qu'on a vraiment le boomer qui s'est pignolé à l'âge de ses 12 ans sur les VHS de Katsumi. Merci. D'autant que tu dis Katsumi. Non mais c'est ça, d'autant que tu dis Katsumi comme un mec vraiment des années 90, parce qu'elle s'appelle Katsuni sur la fin de sa carrière. Donc ça montre bien le jeu d'eau qui s'est paluché sur ses 12 ans sur une VHS un peu collante. Merci Paul pour cette intervention. Merci. Mais merci, ça fait toujours plaisir. C'était dans le Gers, il n'y avait pas le catalogue de la Redoute. Exactement. Ouais, tu veux nous parler de la Réunion Antonin? Non, ça va aller, non. Ça part sur un débat de décentralisé. Voilà, même décentralisé approuve this debate. Donc, on va en finir enfin sur cette question, la seule question pour laquelle vous êtes là en réalité, je le sais, sur le fait de présenter vos top 3 personnels et d'essayer de justifier, donc comme j'avais marqué dans le programme, à la lumière finalement du débat que nous venons d'avoir, avec des moments plus sérieux et analytiques et des moments un peu plus légers, mais malgré tout avec ces éléments-là, qui vont peut-être préciser votre pensée, je vais vous demander de présenter votre top 3, je sais c'est très restreint mais c'est fait exprès, votre top 3 de vos films préférés, et de nous expliquer qu'est-ce qui vous a poussé à les mettre dans ce top 3. Et tout à l'heure je suis parti du bas, donc je vais commencer par le haut. Quentin, tu peux commencer si tu le souhaites. Ok, donc moi ça va être très rapide. Moi c'est assez particulier l'amour que je porte pour les films, et surtout pour en fait un film. C'est-à-dire qu'il y a énormément de films que j'aime, mais si j'ai tenté à plusieurs reprises de les hiérarchiser, en fait il y en a un où je me rends compte que si on note pas l'art, mais si on devait mettre une note, c'est-à-dire que ce film aurait 1000, et ensuite mon film préféré numéro 2, s'il y avait vraiment une hiérarchie, il aurait 100. Donc c'est pour ça que pour moi il n'y a pas de doute sur le numéro 1. Et ensuite il y a énormément de films que j'aime, et d'ailleurs très souvent ma copine, quand je lui dis ah bah tiens ça c'est un de mes films préférés, elle me dit mais tous les films dont tu me parles c'est tes films préférés. Donc il y a beaucoup de films que j'aime, mais j'arrive pas à les classer. Par contre il y en a un que j'adore, pour être bref, c'est Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki, et là pour le coup c'est vraiment mon film le plus intime, mon film préféré vraiment de tous les temps, et qui surpasse de loin tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Je pourrais en parler des heures, pourquoi j'aime ce film, notamment sur le plan émotion, mais je vais peut-être pas trop m'étendre sur le sujet. Mais si je devais faire du coup un top 3, encore une fois, ça n'a pas trop de sens, les deux suivants que je vais dire, parce qu'en fait, il y en a énormément, mais j'arrive juste pas à les classer. J'aurais pu citer plein d'autres films, mais du coup, pour me plier à l'exercice, j'ai choisi ces deux-là. J'ai choisi Ferris Bueller, Day Off, donc La folle journée de Ferris Bueller, qui pour moi est vraiment une comédie assez extraordinaire, qui me permet un petit peu de me libérer, de m'affranchir de toute contrainte, et c'est vraiment un film, c'est du bonheur à chaque fois que je le vois, parce qu'il y a aussi ce côté-là, les trois films dont je parle là, c'est mes films préférés, mais aussi des films que je considère aussi sur le plan entre guillemets critique et analytique des excellents films. Donc voilà, Princesse Mononoke, Ferris Bueller, et je rajouterai en
troisième position, et encore une fois, ça n'a pas de sens cette hiérarchie, The Dark Knight de Christopher Nolan. Donc là, pour le coup, excellent film. J'aime beaucoup Christopher Nolan. J'aurais pu citer Interstellar, Inception, c'est des films que j'aime énormément. Ou même ces autres qui sont moins connus mais qui sont tout aussi excellents. Pourquoi The Dark Knight aussi? Parce que j'adore l'univers de Batman. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que ce film, en fait, quand je l'ai vu, c'était par rapport à la narration, au spectacle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un dénouement, j'avais l'impression que le film, c'était la fin. Et ça repartait de plus belle. Et c'est ce côté spectacle, ce côté action, cette mise en scène que je trouve assez extraordinaire dans ce film qui fait que je le place parmi mes films préférés. D'accord. Si tu es frustré concernant ce que tu as pu dire de Miyazaki, je reviendrai vers toi et même vers Antonin, je pense, parce que j'ai une idée de débat futur justement sur ce cinéma-là, et d'ailleurs vous allez m'instruire parce que moi je n'y connais absolument rien ou très peu, donc on reviendra, ne t'inquiète pas, ne sois pas frustré par le fait que tu n'aies pas pu exprimer peut-être tout le fond de ta pensée concernant Princesse Mononoke, qui doit être... Voilà, très important pour toi. Du coup, j'ai rien dit du tout dessus. Mais tu peux, je t'en voilà, prie. Si tu veux prendre 2 minutes, non, mais si tu veux prendre 2 minutes pour expliquer pourquoi Mononoke te touche, je t'en prie, fais-le. Ce serait trop long, mais c'est juste pour peut-être aller le dire en 2 mots. C'est un film qui, pour moi, fait en sorte que tous les a priori qu'on peut avoir sur l'animation volent en éclats. C'est un film qui est excellent sur tous les plans, sur le message qui se transmet, sur la musique qui est extraordinaire, sur le talent des comédiens, parce que bon, quand on fait de l'animation, il y a aussi des comédiens derrière, c'est pas que du travail de dessin. L'histoire est vraiment extraordinaire. Pour moi, il y a une réplique qui résume le film. C'est au début de l'histoire, il y a un personnage qui lui arrive une grosse merde, et il aurait toutes les raisons de penser, et en plus on le voit par la suite avec tous les éléments Captain Spoil essaye de se retenir, on le voit avec tous les éléments qui peuvent se passer pendant le métrage, et au début du film il dit, en gros il part sur une sorte de quête initiatique, et il dit: je veux porter sur le monde un regard sans haine. Et je trouve que pour moi, c'est la plus grande réplique de toute l'histoire du cinéma, et ça peut résumer le film à ce niveau-là. Voilà, j'en dirai pas plus, je pourrais en parler des heures. J'en profite, je fais une parenthèse peut-être pour dire que la NHK, qui est une chaîne japonaise assez connue, a mis en accès libre sur son site internet 4 épisodes d'un documentaire sur Miyazaki. Avec les sous-titres anglais d'ailleurs, qui est très bien. Voilà. Donc si jamais vous avez... Et les sous-titres français aussi. Oui, et les sous-titres français d'ailleurs, oui. Si vous avez 4 heures à perdre, allez voir, c'est assez intéressant. À perdre? Enfin, à perdre, voilà quoi. Oui, merci Antonin. Merci de l'information. Je t'en prie, Joris, tu peux à ton tour nous livrer ton top 3 si tu y es arrivé. Ok, alors moi, un peu comme Quentin, ça a été très très compliqué de faire un choix, parce qu'il y a énormément de films que j'adore, pas facile à classer, donc je vais en retenir 3, et c'est en fait ces 3 films qui me touchent particulièrement, mais pour différentes raisons, et que je vais annoncer du coup pour être en raccord avec ce que j'ai dit avant. Alors il y a tout d'abord Paranoïaque. Alors, je l'ai vu je te l'ai montré, Corentin, récemment d'ailleurs, et c'est un film qui m'a particulièrement marqué. C'est un film qui est un peu passé inaperçu. Je pense que, à part Corentin, parce que je te l'ai montré, vous le connaissez pas. C'est un film qui est sorti en 2007, qui est réalisé par DJ Caruso, il me semble. C'est l'histoire d'un adolescent qui est enfermé chez lui. Quand il a un bracelet électronique à la jambe, il n'a pas le droit de sortir, mais il peut aller que dans son jardin. Et en fait, il a eu cette peine parce qu'il a frappé un professeur ce professeur a fait une mauvaise remarque sur son père. Son père qui était décédé un an avant les faits, avec lui dans un accident de voiture. Et ce film, je l'ai vu très jeune. C'est mon frère qui me l'avait montré. Et j'ai un attachement tout particulier, tout simplement parce que
Là, je vais revenir sur le fait que quand on parle d'un film, c'est de parler de nous, c'est que le héros qui s'appelle Cale, qui est joué par Shia LaBeouf, a perdu son père, du coup, comme je l'ai dit, et c'est mon cas aussi, mon père est décédé, et justement, je me suis identifié à ce personnage. C'est-à-dire que plusieurs fois dans le film, son père lui manque, et c'est assez douloureux pour lui, et je trouve qu'il y a des scènes qui le montrent très bien. Et moi, je me suis un peu identifié en lui et dans cette peine qu'on peut avoir au quotidien, car quand dans certains moments, ben, voilà, on pense à notre cher qui est décédé. Du coup, voilà, c'est pour ça que ce film m'a autant marqué. Ensuite, pour une toute autre raison, je vais parler de Pearl Harbor, qui est un film de Michael Bay, qui raconte l'attaque des Japonais sur la base de Pearl Harbor en 1941, ce qui a entraîné d'ailleurs l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Et ce film, je l'adore tout simplement parce que, à l'instar d'Armageddon, j'aime le style de Michael Bay, mais aussi car c'est un film de mon enfance. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans les émotions qui me traversent, je cherche à ressentir des choses que des fois j'ai vécues dans mon enfance. Et comme disait Paul tout à l'heure, il a envie de retrouver des sentiments qu'on a eus dans l'enfance et qui nous ont marqués. Et Pearl Harbor, c'est exactement ça. C'est un film qui m'a marqué, qui m'a impressionné quand j'étais petit, et je l'ai revu des centaines de fois quand j'étais petit, et je le revois de temps en temps. C'est un film qui a un côté, il y a de l'amour, il y a une histoire d'amour très jolie, il y a la guerre d'un côté, essayer de concilier les deux, et voilà, ça me rappelle des morceaux de mon enfance auxquels je suis très attaché. Et ensuite, en troisième, je vais parler de Interstellar. Donc ça, du coup, qui est un film que j'ai vu récemment, parce qu'il est sorti en 2014, il me semble, réalisé par Christopher Nolan, qui raconte l'épopée des derniers habitants de la Terre qui est grignotée par la pollution, et l'atmosphère devient invivable, et ils cherchent une solution en dehors de notre planète, car d'ailleurs ils le disent très bien, c'est pas parce qu'on est né sur Terre qu'on est obligé d'y mourir. Et en tant que passionné d'astronomie depuis ma plus tendre enfance, voilà, j'habite à Florence, et il y a un festival d'astronomie de renommée européenne qui s'y déroule chaque année. Et c'est grâce à ce festival que j'ai découvert cette science-là. Et du coup, ce film m'a bouleversé parce que j'ai découvert des images que j'avais jamais vues. Ça parle de l'astronomie et des solutions qu'on peut avoir pour essayer de trouver une autre planète que j'avais jamais vue dans aucun autre film auparavant. Et du coup, c'est un film qui m'a énormément marqué, et je l'adore. J'ai hésité à mettre Interstellar. Il y a beaucoup d'autres films qui parlent d'astronomie et de l'espace que j'ai vus récemment qui m'ont passionné aussi. Je pourrais citer par exemple First Man, que j'ai vu avec toi, Corentin, que j'ai énormément apprécié aussi. J'aurais pu le mettre aussi, mais Interstellar, bon voilà, ça va être le port-étendard, on va dire, des films d'astronomie pour moi. Et voilà, là celui-là je l'aime parce que justement ça parle d'une science qui m'est chère. Voilà, et je pense que c'est tout, et je mettrai une petite mention spéciale à Drive, le fameux Drive que j'ai trouvé exceptionnel, et qui m'a retourné pour plusieurs raisons, pour son ambiance, pour ses lumières, pour son côté contemplatif. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais j'adore les films contemplatifs. Et ce film-là, c'est vraiment tout ce que j'aime. Il m'a très marqué, sans parler de la bande-son qui est mythique. Est-ce qu'on peut parler de classique pour la bande-son ? Ça, je sais pas. Mais je pense que c'est...
moi qui est très sensible à la musique et à la bande-son dans un film, je pense que ça sera très difficile à détrôner sur la qualité d'une bande-son de Drive. Donc voilà, c'est ces films-là qui m'ont marqué pour ma part. D'accord, merci pour ton témoignage à la fois personnel et comment dire cultivé. Je te remercie beaucoup. Et Paul, je t'en prie, on te laisse la parole à ton tour. Alors déjà, j'ai beaucoup apprécié le témoignage de Joris juste avant qui illustre quand même parfaitement le débat du jour. Je vais revenir sur des éléments qu'il a dit juste avant. Alors je sais pas si je commence par celui que j'ai préféré ou le troisième, peu importe. Toi, tu nous le dis juste, mais tu fais dans le sens que tu veux. Ok, tout comme Quentin et Joris, c'était très délicat de choisir des films en particulier. C'est un exercice assez délicat. Mais en troisième place, puisqu'il m'a fallu faire un choix, j'ai choisi E.T., donc de Steven Spielberg. Tout comme j'aurais pu mettre, et j'ai hésité avec des réalisations de Pixar, Disney, bon, Toy Story, mais c'est E.T. que j'ai choisi. Pourquoi? Parce que pareil, j'ai transposé, je me suis mis à la place de ce petit garçon Elliot qui retrouve dans son jardin cet extraterrestre, donc cette relation d'amitié, on peut dire même passionnelle entre l'homme, enfin le garçon en l'occurrence Elliot et cet extraterrestre. Moi encore aujourd'hui, j'espère voir dans mon jardin un jour un extraterrestre arriver et avoir cette même relation. Et s'il y a un côté un peu mystique puisque l'extraterrestre est humanisé à ce moment-là. Et je trouve ça drôle aussi de voir que lorsque l'un ressent une émotion, l'autre la ressent exactement de la même façon. Cette espèce de jauge m'a dérouté. Et voilà, puis ça me ramène à une période de mon enfance top. Et voilà, je me mets vraiment dans cette période des années 80 aux États-Unis à côté de Los Angeles. Et voilà, j'adore. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en troisième position. Je pourrais en parler plus longuement, mais on aura sans doute d'autres occasions. Alors là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Joris sur mon deuxième film. Il n'y aura pas trop de surprises. Mais c'est Drive. C'est Drive, donc de Nicolas Winding Refn. Pour plusieurs raisons. Donc il y a le côté technique, même si je suis peut-être pas grand technicien, mais j'ai su apprécier de la même façon la musique, puisque la bande son, je l'ai écoutée, réécoutée en boucle, donc je l'ai encore sur mon portable aujourd'hui, je m'en lasse pas, et sans parler que du succès de Kavinsky naturellement. Après effectivement, Joris l'a très bien dit, mais l'ambiance, les lumières, moi cette lenteur que je trouve déroutante, pour moi ça a été un cinéma frais qui m'a mis une claque, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ultra moderne, et même si par la suite, je prends l'exemple de Only God Forgives, c'était peut-être un peu moins bon. Ce film m'a vraiment marqué. Et puis il y a aussi l'aspect émotionnel, dans le sens où Ryan Gosling a ce côté un peu anti-héros, donc qui par définition n'était pas vraiment destiné à l'être. Cette relation avec cette fille, puis ce brigand qui devient alors que ça n'en est pas un dans le fond. Ça m'a touché, ça m'a parlé. Puis c'est un film que mon père m'a fait découvrir, que j'ai montré aux amis, qui est devenu quelque chose d'assez un classique pour nous. Après, quand je regarde dans les 100 plus grands films, il apparaît. Mais effectivement, pour moi, c'est mon classique à moi. Voilà. Donc, on en vient à mon film numéro 1. Et là, j'ai choisi, et assez largement, parce que à chaque fois que je le vois, je verse ma larme. Et j'aime verser les larmes. Et j'aime me voir avec du recul verser les larmes. Bref. C'est Forrest Gump. Donc, en 94, de Robert Zemeckis. Je pense que tout le monde connaît l'histoire. Mais au-delà du message qu'il recèle, c'est vraiment pour moi une ode à l'innocence, et c'est aussi le personnage, l'acteur qui me fait autant aimer ce film, parce que je trouve Tom Hanks, en l'occurrence Forrest Gump, très touchant de A à Z, et en fait je me rends compte que j'aime tous les films de Tom Hanks que j'ai vus, puisque je retrouve à chaque fois ce côté touchant, et pour revenir de toute façon sur le débat que sont les émotions, je sais que ce film, j'ai des moments pour le voir, je pourrais pas le voir n'importe quand, mais je sais que quand ce sera le moment, je le verrai, et je verserai ma larme, et je serai content de la verser parce que j'aurai passé un très bon moment. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On en revient effectivement encore à cette idée de ce sont les émotions qui nous guident dans notre classement ici. Si ça te va Antoine, je me permets de livrer à mon tour mon classement pour suivre l'ordre donc du salon vocal de Discord. Alors moi j'ai depuis longtemps sur mon téléphone en fait je m'étais fait pour moi-même une espèce de top 10 qui est rapidement devenu un top 15 parce que je n'arrivais pas en fait à
à supporter que des films soient en dehors de ça. Donc d'autant que, voilà, c'est pour expliquer que faire un top 3 était d'autant plus dur pour moi. Mais j'ai essayé de m'imposer des critères et de réfléchir ce dont j'avais envie de vous parler ce soir. Et à l'instar de Quentin, j'ai envie de dire, parce que je pense que je lis assez bien en lui, et je vais vous parler d'un film qui est rapidement devenu un de mes films préférés. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Quentin nous a parlé de Ferris Bueller Day Off, enfin la fausse journée de Ferris Bueller, voilà, je pense que c'est un film qu'il a découvert assez rapidement, et comme moi peut-être via Karim Debache, arrête-moi si je me trompe Quentin. Tout à fait. Ah voilà, on est d'accord, et moi aussi j'ai beaucoup aimé ce film, et il est clairement dans des films que j'aime beaucoup, c'est des films feel good qui font du bien, ça on est absolument d'accord. Mais le film dont je vais vous parler maintenant, c'est un film que j'ai découvert mais alors là vraiment très récemment, c'était il y a encore quelques mois, et je sais que moi, un des critères sur lesquels je juge un film que j'aime bien, c'est sur ma capacité à le revoir plusieurs fois, mais alors moi qui suis un peu obsessionnel comme garçon, j'ai une tendance à les revoir d'affilée. C'est-à-dire que ce film-là en question, je l'ai vu, j'ai pris une nuit pour y réfléchir, et le lendemain matin, je l'ai remis. Et ensuite, je sais que ma copine est venue me rejoindre chez moi, et je l'ai regardé à nouveau. Et ça, je l'ai regardé 3 fois dans un espace très très court. Et quand le film s'est terminé, je lui ai demandé à ma copine, est-ce que ça te dérange si on le regarde encore? Et elle m'a dit, tu commences à m'emmerder avec tes histoires. Donc on a arrêté là. Mais voilà, toujours est-il que j'étais vraiment prêt, et je n'arrête pas d'y penser. Ce film-là, j'y pense encore là assez régulièrement. Et je vais donc vous parler de ce film, que je vais placer comme que numéro 3 pour le moment. C'est Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano, un réalisateur français. C'est un film qui m'a, tout à l'heure Quentin a utilisé la formule mettre une claque, voilà, c'est un film qui moi m'a mis une claque. J'en suis vraiment sorti mais déboussolé. Je sais que Joris a aussi beaucoup abordé la question de la musique. Voilà, clairement la musique qui a été réalisée, donc c'est un grand de la musique de film, et son nom m'échappe là momentanément, mais je retrouverai peut-être plus tard. C'est pas James Newton Howard, mais c'est pas grave, je retrouverai plus tard. Le pastis encore une fois parle à ma place. Mais voilà, la musique, je l'écoute très régulièrement, alors qu'elle est très minimaliste, qu'elle joue sur des sonorités de cloches, des choses très... Il y a des cloches, il y a des basses très profondes qui parcourent cette musique-là. C'est quelque chose de presque expérimental, vous allez pas l'écouter pour danser dessus, on est d'accord. Mais voilà, je l'écoute très régulièrement pour me mettre dans une ambiance particulière, tellement ça m'a marqué. Le Nom de la Rose, je l'aime parce que déjà c'est un réalisateur français, c'est un peu chauvin de dire ça comme ça, mais c'est juste pour montrer que quand on critique assez facilement le cinéma français, on a des réalisateurs en France qui sont capables de faire un travail assez incroyable, notamment Jean-Jacques Hano, qui m'a d'ailleurs récemment à nouveau touché avec un film que je n'avais jamais vu, qui est La Guerre du Feu, qui, malgré ses erreurs historiques, ou plutôt préhistoriques assez flagrantes, reste à nouveau bluffant en termes de ce qu'il veut apporter au cinéma, mais je vais rester sur Le Nom de la Rose. Le Nom de la Rose me marque parce qu'il a une ambiance qui est à la fois horrifique, qui est profonde, qui est tendue, et en même temps c'est une ambiance qui est proche du polar et qui est proche du film d'enquête et du thriller. Donc c'est quelque chose, moi j'aime beaucoup les œuvres qui sont hybrides, et ça c'en est une, c'est évident que c'est une œuvre hybride. Il y a aussi l'acteur principal qui me parle, parce que l'acteur principal c'est Sean Connery, donc un des interprètes de James Bond, et je reviendrai peut-être avec Joris assez bientôt sur un autre podcast qui sera dédié au cinéma de James Bond, enfin qui concerne James Bond, au film de James Bond, et Sean Connery étant un des interprètes les plus entre guillemets les plus connus, et que j'ai beaucoup vu dans mon enfance. Parmi les James Bond que j'aimais le plus, il y avait ceux de Sean Connery, donc moi le voir dans un autre rôle, c'est comme un peu l'effet Kevin Costner de tout à l'heure, ça me parle et ça me donne envie de suivre ce qu'a pu faire cet acteur-là dans sa carrière autre que ce rôle auquel on l'a souvent cantonné. Donc déjà le voir jouer un moine qui joue un peu le rôle de Sherlock Holmes, c'est une espèce de Sherlock Holmes moine dans un thriller moyenâgeux. C'est tellement le bordel ce film, il y a tellement d'influence, je vous assure, c'est tellement incroyable. Pour resituer l'histoire en 2 secondes, parce que je me rends compte à quel point je m'éparpille un peu et j'en suis navré, c'est un film, Le Nom de la Rose, qui est adapté d'un roman de Umberto Eco, un des derniers grands savants au sens antique qu'on ait pu avoir, c'est-à-dire pas antique mais au sens classique, c'est-à-dire un savant qui savait tout sur tout, qui avait des notions en herboristerie, en philosophie, en histoire médiévale, tout ce que vous voulez, et qui a écrit ce roman. Bon,
Jean-Jacques Hano, quand il adapte, il essaie d'adapter ce matériau très riche qui était ce roman-là, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un roman qui se passe au cœur du Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge qu'on appelle, si je dis pas de bêtises, le bas Moyen-Âge, donc le Moyen-Âge tardif, qui se situe, je crois, après le 12e, 13e siècle, si je dis pas trop de bêtises. On est dans ce Moyen-Âge-là, et au sein d'une abbaye, il y a un certain nombre de meurtres qui vont être commis, ou du moins on estime au début du film que ce sont des meurtres, en tout cas il y a des morts assez étonnantes. Ce moine que joue Sean Connery, qui était censé venir d'ailleurs au départ pour autre chose, se retrouve finalement impliqué malgré lui, un peu à la façon de Sherlock Holmes, voilà, va essayer d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'œuvre derrière et pourquoi on retrouve ces cadavres-là. Sauf que Jean-Jacques Hano se sert de cette histoire très policière pour faire un film qui est déjà atmosphérique, très très atmosphérique. Tout à l'heure, Joris et Paul, vous parliez un peu de films qui seront contemplatifs. Moi, je me reconnais un peu plus dans les films que j'appellerais atmosphériques. C'est-à-dire, oui, on contemple quelque chose, mais on me fait ressentir à travers cette contemplation, je ressens quelque chose qui va être oppressif, qui va être quel que soit le sentiment, mais voilà, je ressens quelque chose. Et le nom de la rose, c'est de l'oppression qu'on ressent. Avec cette musique qui est lancinante, qui est lourde, on ressent quelque chose comme ça de très lancinant et de très oppressif. Oppressant, pardon. Je suis désolé, je me perds un peu parce que c'est un film qui m'a beaucoup déstabilisé, qui m'a beaucoup fait me questionner sur même mon rapport au cinéma, parce que je m'attendais pas à aimer ce film plus que autre chose, je m'attendais pas à aimer quelque chose de Jean-Jacques Hano comme ça, et j'en rêve régulièrement de ce film, tellement ça m'a profondément marqué, et je vous encourage, mais à 1000% à le voir et à vous laisser bercer, et surtout ne lisez rien sur ce film-là, n'allez pas écouter quoi que ce soit, et au fond ne m'écoutez pas moi, juste lancez le film, éteignez les lumières et laissez-vous bercer par cette enquête qui, de toute façon, même si vous aimez ce genre de cinéma ou non, vous allez au moins être captivé par cette enquête qui est au centre du film et qui est déjà en elle-même captivante. Et à côté de ça, Jean-Jacques Hano arrive en fait à vous faire un film historique très fidèle avec vraiment des éléments qui vont vraiment loin dans la recherche, en tout cas en termes d'état de la science, en termes de recherche scientifique médiévale à l'époque. Voilà, il va assez loin dans la fidélité et c'est assez plaisant à voir. Il y a un jeu d'acteur qui est incroyable, il y a les dénouements qui sont incroyables, je parlais en tout début de débat le fait que le cinéma c'est la rencontre de plusieurs arts. Et bien quand je parlais de cet art architectural mis au service du cinéma, je pensais notamment au Nom de la Rose où Jean-Jacques Hano, qui est un malade en termes de réalisation, a fait construire une abbaye gigantesque, mais vraiment qui a la taille enfin pour vous donner une idée, qui a la taille d'une cathédrale, enfin qui monte à cette hauteur-là. Il l'a fait entièrement construire pour le film et il l'a fait détruire pour le film. Je ne vous explique pas pourquoi, vous inquiétez pas, c'est pas vraiment un spoil ou quoi. Et c'est quelque chose qui quand on se dit, mais le mec fait construire ça, et en plus il compte sur son talent pour arriver à le faire détruire, avoir la bonne prise au moment où il détruise, parce qu'après on ne peut plus recommencer. C'est quelque chose qui me fascine, et je suis fasciné par Jean-Jacques Hano depuis ce film-là. J'ai regardé ses autres films, et je continue d'être fasciné par cet homme-là, et je trouve qu'il fait du grand cinéma, à mon sens. Même si il faut quand même rappeler que ses œuvres ne sont pas toutes françaises, d'ailleurs, Le Nom de la Rose n'est pas un film français, parce qu'il n'a pas été produit qu'en France, et il a reçu d'ailleurs le César du meilleur film étranger, ce qui est quand même assez paradoxal. Désolé de m'être étendu comme ça sur Le Nom de la Rose, mais c'est un film qui me perturbe beaucoup, donc je vais passer très vite sur le second, qui est The Thing de John Carpenter, parce que j'étais obligé de mettre John Carpenter dans ce top. Je me suis beaucoup exprimé sur lui, et je sais déjà que vous avez une goutte de sueur là tous en m'écoutant, parce que vous dites putain il va nous faire chier encore à nous parler une demi-heure de Carpenter. Non, je vous rassure, je ne vais pas le faire, parce que je l'ai trop fait auprès de vous et même dans nos vidéos. Carpenter est quelqu'un que j'aime beaucoup, et finalement si je dois résumer simplement ce que j'aime bien, c'est le côté divertissement dont on a parlé, parce que Carpenter arrive au moyen du divertissement, des films qui pètent pas plus haut que leur cul, il arrive à vous transmettre des idées fortes, des notions, vraiment des réflexions philosophiques sur la notion de bien et de mal, sur des notions politiques, sur des choses comme ça, à travers des films qui sont fondamentalement divertissants et qui sont en plus des films un peu faits main avec des petits budgets et qui sont très honnêtes. Et c'est ça que j'aime chez Carpenter. Et pourquoi j'aime The Thing, c'est parce que c'est son film le plus radical, c'est son film qui va le plus loin dans son propos politique, et c'est son film qui est, en termes de mise en scène et notamment de lumière, pour le coup, le plus abouti. Voilà, et je vais pas aller plus loin sur The Thing parce que c'est un film assez culte et je veux pas trop m'étendre dessus parce que j'ai beaucoup parlé déjà. Et je voudrais terminer, roulement de tambour, sur celui que je considère comme étant mon film préféré. Alors là, c'est tout secteur confondu, j'avais pas besoin de ce classement pour le mettre premier, c'est vraiment celui que je considère comme étant mon premier. C'est
Evil Dead 2 de Sam Raimi. Donc celui qu'on connaît pour avoir réalisé notamment les Spider-Man 1, 2 et 3, hein, ceux des années 2000. Celui qu'on connaît peut-être pour Mort ou Vif, un très bon western, qu'on connaît peut-être pour Mort sur le grill, encore que c'est quand même un film qui n'a pas trop fait parler de lui. Ou qu'on connaît peut-être pour assez récemment le monde de Fantastic Dose, qui est un très bon film d'aventure que je vous recommande. Evil Dead 2, c'est mon film préféré parce que, vous l'avez tous dit, vous avez tous parlé de vos émotions, ben c'est ça. Dans ce film-là, il y a tout pour moi. Joris, tu disais tout à l'heure que si on regardait ta liste de films préférés, on pouvait comprendre tout ce qui te caractérisait. C'est pareil pour moi, mais juste avec Evil Dead 2. C'est-à-dire dans Evil Dead 2, on a un film d'horreur, et je suis fan de films d'horreur. Mais on a en même temps une comédie. Et je veux dire, comme tout le monde, j'aime bien me taper sur les cuisses de temps en temps, mais surtout qu'on a la réunion des deux. On a une comédie horrifique. On a un film qui est... à l'époque, Evil Dead 2 n'est pas vraiment indépendant, c'est pas Evil Dead 1, mais qui est quand même un film avec un budget limité et qui pourtant regorge d'innovation, d'intelligence pour essayer de mettre à profit le budget qu'ils ont et avoir de l'innovation technique en termes de scénario, en termes d'acting. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Il y a l'époque des effets spéciaux qui sont réels, visibles et faits sur le tournage, et moi j'aime beaucoup cette époque-là parce que je ne me sens pas en dehors du film. Je n'ai rien contre les effets spéciaux numériques, mais moi ça me laisse toujours un peu en dehors parce que j'ai le sentiment que je peux pas toucher ce qu'on me montre à l'écran. Là dans Evil Dead 2, il y a ça. Je pourrais passer vraiment des heures et je vais m'arrêter parce que je vais laisser la parole à Antonin, mais dans Evil Dead 2, c'est la concentration de tout ce que j'aime, et c'est pas le meilleur film que j'ai vu de ma vie, c'est pas le meilleur film qui existe tout simplement, mais c'est juste qu'il y a tout ce que j'aime, il y a tout ce que j'aime dans ce film là, et si vous ne l'avez jamais vu, hein, ce film d'horreur qui, quand on fait le synopsis, a l'air assez classique, hein, une bande de jeunes qui se mettent dans une cabane dans les bois, et qui va leur arriver, et à qui il va arriver des choses horribles, ça a l'air le scénario le plus basique du monde, mais je vous assure que si vous partez de ce principe là, que ça va être le scénario le plus basique du monde, vous ne pouvez que mieux recevoir ce film qui va vous surprendre, et vous, pour le coup, vraiment, vous désarçonner. Merci de m'avoir écouté, je vais laisser maintenant la parole à Antonin. Oui. Si je peux juste intervenir 10 secondes. Bien sûr, je t'en prie. Quand tu as parlé de Jean-Jacques Hano pour Le Nom de la Rose, film que j'ai vu également, je sais pas si tu as dit que tu as regardé un peu sa filmographie d'autres films. Oui, tout à fait. Je sais pas si tu as vu Stalingrad. Si, il y a un bail, mais oui, j'ai vu Stalingrad. D'accord, ok. Non, c'est juste parce que Stalingrad, moi, je pense que c'est dans mon top 15 des films préférés. Et c'est de Jean-Jacques Hano aussi, donc c'est pour ça que ça m'a fait penser quand tu as parlé de lui. Avec le beau, comment il s'appelle Jude Law. Ouais, Jude Law, merci. C'est ça. Mais c'est vrai que voilà, justement, je trouve que Jean-Jacques Hano, ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est un réalisateur qui est capable d'officier dans plein de domaines. Et il a fait des films de guerre, il a fait des films historiques, il a fait des films animaliers, beaucoup. Les ours, non pas ours, il s'appelle pas ours, il s'appelle... L'ours, je crois. Mais voilà, et il a fait aussi son tout dernier film, je crois que c'est un des films sur... ah merde, du coup j'ai un trou de mémoire, qu'il a tourné en Chine, alors je sais plus si c'est sur des loups, ou je me souviens plus exactement, mais je sais que voilà, il a cet aspect animalier chez lui, il y a cet aspect historique avec la guerre du feu, enfin préhistorique, ou Le Nom de la Rose, même si encore une fois la guerre du feu, enfin faire cohabiter des sapiens avec des néandertals, c'est quand même très compliqué, mais bon, disons voilà, il y a eu des erreurs, mais voilà, sur le film est quand même vachement intéressant. Il a ce truc de toujours vouloir repousser les limites de ce qu'il est capable de faire, parce que je parlais tout à l'heure de l'architecture dans Le Nom de la Rose, enfin de cette abbaye, mais dans la guerre du feu, qui est un de ses premiers films, qui est son deuxième film je crois, ou voire peut-être son troisième, mais pas plus, je dirais en tout cas son deuxième film. Le premier, celui d'avant, c'est le seul où on l'a connu vraiment en tant que réalisateur, qui s'est commencé à se faire un nom. Dans la guerre du feu, il s'est quand même emmerdé à aller foutre sur le tournage 15 éléphants qu'ils ont grimés en mammouth, et il leur a fait tourner plein de scènes, et dans le making-of, ils racontent qu'ils ont passé des semaines à détruire entièrement leur lieu de tournage, parce que les éléphants sont ingérables comme ça. Et comme ils voulaient pas les laisser attachés ou quoi, ils les laissaient gambader, ils espéraient en fait tourner le bon moment où ils allaient dans le sens qu'ils leur indiquaient, etc. Vous écoutez ce making-of, vous allez avoir les larmes aux yeux tellement c'est hilarant. Il y a des scènes où Jean-Jacques Hano vous raconte... Il y a un moment donné, en fait, on était limite en pause. Il y avait un des régisseurs plateau qui était en train de chier, mais littéralement, hein, c'est pas moi qui suis vulgaire, mais il dit, il était aux chiottes, voilà, les chiottes qu'on avait montées sur place. Et d'un coup, les éléphants se mettent à faire ce qu'on veut. Donc, on se met à tout faire, à lancer la caméra, sauf que les éléphants foncent sur les chiottes, et le mec, le régisseur, ou je sais plus quel était son rôle, on lui crie tous éléphant, éléphant. Il s'est mis à sortir des chiottes et courir cul nu comme ça avec les éléphants qui foncent et qui ont éclaté les chiottes après son passage. Vous écoutez les making of de Jean-Jacques Hano, ça n'est que ça.
Ça n'est que ça, que de ce genre d'anecdote. Bref, je m'arrête et je laisse enfin la parole à Antonin. Allez, c'est sympathique. Euh, c'est vrai que le choix était rude aussi. Mais du coup, j'ai pris un peu trois films qui étaient un peu chacun dans leur genre, que j'aime bien, chacun dans leur genre en fait. Le premier que j'ai pris, enfin, c'est pas mon préféré, mais c'est le premier que j'ai sélectionné, c'est Hot Fuzz de Edgar Wright. Pourquoi? Eh ben parce que c'est un peu la valeur sûre, je dirais. C'est-à-dire que bon, bah, déjà Edgar Wright, ensuite Nick Frost, ensuite Simon Pegg, et puis voilà, c'est un peu la valeur sûre. C'est-à-dire que quand tu sais pas quoi regarder, bah tu regardes Hot Fuzz. C'est la valeur refuge, quoi. C'est drôle, c'est sympa. En plus, bah, du coup, Edgar Wright a montré que encore dernièrement, c'était un réalisateur même plus que prometteur. Maintenant, on peut le dire que c'est un des meilleurs réalisateurs qu'il y a actuellement dans l'industrie. Et donc voilà, c'est vraiment la valeur sûre. Et c'est pour ça que je l'ai pris, que je l'ai mis là. Et ensuite, j'ai sélectionné Jinro, la Brigade des Loups. Donc un dessin animé, hein, bien sûr. Alors le dessin animé, pas l'espèce d'immonde adaptation en film qu'ils ont fait dernièrement et qui est malheureuse. Voilà, pour le dire gentiment. Et donc Jinro, pourquoi? Bah, parce que bon, déjà il y a un aspect nostalgique, mais aussi c'est un film que je trouve tout simplement qui est beau, qui est beau tout en étant pudique, qui est poétique, qui a une esthétique tantôt dérangeante, tantôt assez classique, avec un placement de caméra très réaliste pour un dessin animé. Et c'est un film tout simplement qui provoque des émotions pour le coup. Ça, c'est sûr. Et on en parlait encore tout à l'heure. Et voilà, s'il y a bien un film qui arrive un dessin animé qui arrive à te prendre comme ça, c'est Jinro. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, d'ailleurs, je vous conseille de le voir. Il est pas si long que ça. Et il est toujours aussi intéressant à voir. Et puis, bien évidemment, la quintessence. Allez. J'ai envie de Allez, dire- allez, dis-le. Il y a un twist, s'il te plaît. Je connais ton twist, je sais très bien, ton twist c'est un chiffre. Bah oui, mais oh, bah voilà, Captain Spoil. Captain Spoil. Merci. Donc voilà, la quintessence, bien évidemment, c'est Blade Runner, mais Blade Runner 2049, voilà. Puisque s'il existe un film parfait, c'est bien Blade Runner 2049. Et puis, voilà, c'est un film tout simplement qui est époustouflant. Époustouflant dans le sens où il emmène dans le merveilleux en étant réaliste et en étant dur. C'est un film où l'univers il est travaillé. Et moi j'aime bien, tout simplement, les univers travaillés. C'est-à-dire que l'univers il est travaillé, en même temps il n'est pas expliqué de manière trop verbale, il est vraiment montré. C'est les images en elles-mêmes qui racontent une histoire chaque plan, si on regarde le film, alors peut-être pas certains plans de dialogue, mais beaucoup de plans sont en fait des tableaux de narration en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en regardant surtout les plans larges, certains plans larges, eh ben, on comprend tout ce qui a pu se passer dans ce monde, ce qui a évolué, comment ça a pu évoluer. Voilà, juste avec ces plans larges qui nous montrent la vie, qui nous montrent ce qu'est devenu la campagne, qui nous montrent ce qu'est devenu la Terre un peu. Et puis là où le film il est bien, enfin il me plaît, c'est qu'il montre des personnages qui sont finalement très écrasés par ce monde. C'est-à-dire que les personnages ne sont rien par rapport à ces plans larges, justement, qui nous montrent toute l'étendue de ce monde. Les personnages sont vraiment écrasés, ils sont poussière. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est fort et qui me plaît. Et
en cela, c'est aussi un film du coup qui est assez peu centré sur les personnages, paradoxalement. Et puis voilà, il y a cette errance dans le rythme de l'histoire. On a ces moments où, ben voilà, pendant quelques secondes, il va pas y avoir un seul bruit, avec ces éclairages voilà, très terne quelque part, très brutaliste. C'est un film qui est très brutaliste dans l'esprit, et puis, pour bien montrer à quel point c'est le monde qui est assourdissant et qui écrase les personnages, c'est une leçon de mise en scène, c'est une leçon technique, hein. Je pense à toutes ces scènes qu'ils ont tournées là, dans la pyramide, où il y a le bassin, là, techniquement, c'est oufissime. Et le film, tu parlais d'atmosphérique tout à l'heure, mais il a un côté atmosphérique aussi, justement. Et vraiment, il a une manière de t'emmener, de te faire voyager, de te déprimer tout en t'époustouflant qui est unique. Et je n'attends qu'une seule chose, parce qu'on est en train de tourner ce podcast, et j'ai vu qu'apparemment il y avait des images ou un trailer de Dune qui venait de sortir, et j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller le regarder. Et donc je tape du pied littéralement parce que apparemment ça a l'air voilà. Et donc je pense que voilà, la première chose que je vais faire, c'est aller voir ça en sortant de l'émission. Et voilà, surtout Blade Runner 2049, voilà, qui est vraiment la quintessence, je dirais. Aujourd'hui, le cinéma, c'est vendre des pop-corns. C'est pas la qualité du film, c'est combien de personnes vont venir le voir, et donc combien de litres de coca, combien de pop-corn et combien de Haribo. Nous avons fait le tour dans un délai finalement assez raisonnable, parce qu'on avait dit 2 heures, on est à 2h35, et franchement, en nous concernant, c'est plutôt franchement raisonnable. On a été, d'autant qu'on a eu 2 participants supplémentaires, donc c'est quand même quelque chose de tout à fait correct. D'un coup, j'ai un flash, la musique dont je parlais tout à l'heure dans Le Nom de la Rose, c'est James Horner. Voilà, James Horner, c'est pour ça que j'ai confondu avec James Newton Howard, ça se ressemble un peu. James Horner, qui est un des grands de la musique de film, de façon générale, mais je mets ça de côté. Je vais tous vous remercier d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était vraiment très intéressant. On a abordé à peu près toutes les questions. Et si j'avais envie de conclure sur un mot un petit peu, un trait d'esprit, je dirais que la question qu'on s'est posée, c'est comment se construisent nos discours sur les œuvres cinématographiques. Finalement, sans avoir expliqué comment, on a au minimum montré comment, parce que c'est ce qu'on a fait tout au long de ce débat. Nous avons montré à travers nos discours à nous comment nous avons construit un avis, un propos sur le cinéma, et je pense que c'est déjà quelque chose d'intéressant en soi. Merci à tous, et je vous laisse éventuellement avoir un mot de la fin si vous le souhaitez. Merci pour l'invitation. À titre personnel, du coup, j'ai aimé me prêter à cet exercice, et au plaisir de vous rejoindre à nouveau. Merci à vous les gars, c'était super intéressant. Ça nous a permis d'échanger, de débattre, et ça sera avec plaisir que je me rejoindrai à vous pour un nouvel épisode. Bon, c'est vrai que le format audio, c'est aussi plaisant, je pense, que le format vidéo, même si on n'a pas cette interaction qu'on peut avoir à partager une bonne bière sur un canapé, mais c'était quand même, moi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'on a été vraiment dans le fond sur tout un certain nombre de discussions, un certain nombre de sujets, et qu'on a bien creusé, que les questions étaient pertinentes, que les points de vue de chacun étaient vraiment très profonds, très agréables à entendre, etc. On s'est un peu aussi livré. Et je terminerai en disant allez voir Princesse Mononoke et toute l'œuvre du studio Ghibli. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc, c'est vrai que notamment allez voir les Ghibli, parce que si jamais vous avez Netflix, ils y sont tous en ce moment, donc ça pourrait être une bonne idée. Et puis c'est vrai que le format audio a ceci d'intéressant qu'il permet de ne pas voir quand je me renverse ma bière dessus, ou quand je me mets de la mousse, enfin, ou je fais des mouvements de tête bizarres sur lesquels Corentin d'habitude aime bien zoomer, histoire voilà, de bien faire de ma tête un mème ou quelque chose. Voilà. Donc je suis particulièrement content de ce format, qui est quelque chose de beaucoup plus respectueux, je dirais, de ma personne. Voilà. Donc, voilà, merci beaucoup. Non, c'est vrai que c'était intéressant, et
le format audio a aussi ceci d'intéressant qu'on se coupe moins la parole, je pense, on s'écoute plus peut-être. Je sais pas si c'est parce qu'on voilà, on veut pas non plus parce que sinon c'est inaudible, donc ça force aussi à ça. Ça force à une certaine rigueur orale et c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Voilà. Mais je te laisse conclure, Corentin, si tu veux dire quelque chose. D'accord, ben merci. Ouais, ben encore une fois, merci à tous, merci pour vos interventions. Et puis, oui, certes, le format audio, on se coupe moins, on s'écoute plus. Est-ce à dire pour autant que ce que nous disons est intéressant? Je n'en sais rien, mais en tout cas, pour finir cette discussion, j'ai envie de citer un illustre personnage du monde du cinéma actuel et qui a notre âge, ce fameux In the Panda, qui dirait « Pardon le cinéma pour ce que nous avons dit ce soir, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Exploration de Culture. » Allez, salut.